Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PTA 1.1c. Donc on considère un calorimètre supposé adiabatique envers l'extérieur de capacité thermique mu initialement à T1. Donc on va faire un petit dessin histoire de se représenter un peu les choses. Et là on a un truc assez intéressant dans cette histoire, donc on va pas mal discuter sur cette histoire de calorimètre. Donc le calorimètre est une boîte, a priori fermée, et on vous dit qu'il est adiabatique envers l'extérieur. Autrement dit, il n'y a pas d'échange thermique entre le calorimètre et l'extérieur. Ceci ne raconte pas que le calorimètre est parfait. Pour qu'un calorimètre soit parfait, en fait, il y faut deux caractéristiques. La première caractéristique, c'est qu'il n'échange pas, il n'y a pas de transfert thermique avec l'extérieur. Ça, en général, c'est plutôt bien réalisé, surtout si la durée des expériences est courte. On isole les choses, l'équilibrage à l'intérieur se fait rapidement et on arrête en fait tout simplement. Alors il est faux, tout a un contact avec l'extérieur, ça c'est obligatoire, tout finit par des pertes thermiques, ne serait-ce que par rayonnement. Par contre, et c'est là où c'est intéressant, c'est que les transferts peuvent être très lents. Et en fait, on peut en général considérer que durant le temps de l'expérience, le calorimètre n'a juste pas eu le temps d'échanger avec l'extérieur. Là, ça c'est la vraie physique du problème. Par contre, pour qu'un calorimètre soit parfait, il faut aussi autre chose, c'est que lorsque lui-même va changer de température, sa paroi interne, d'accord, toute cette zone-là, et bien en fait, ça ne coûte aucune énergie au système. Et ça, en général, c'est plutôt faux. Il faut en général calibrer le calorimètre, puisque le calorimètre va en fait soit restituer, soit consommer de l'énergie pour simplement changer la température des parois qui sont en contact avec le système. Voilà. C'est pour ça que ici, en fait, on parle dans l'énoncé du fait que le calorimètre a une capacité thermique mu. Autrement dit, en fait, le calorimètre va absorber une quantité d'énergie. Bien sûr, plus mu est faible, moins il va absorber d'énergie pour faire une variation de température. Mais dès que mu est non nul, en fait, le calorimètre va manger un peu d'énergie dans cette histoire. Voilà. Donc l'idée est la chose suivante. Ici, on va donc avoir trois systèmes. Et c'est là où on va commencer à se poser des questions. Le premier système, je vais faire des petits carrés comme d'habitude, mon premier système, c'est le calorimètre lui-même. Le calorimètre, en fait, initialement, il a une température qu'on va appeler T1, voilà, et il a une capacité thermique mu. Ça, c'est pas très important. Et donc c'est alors petite remarque également, c'est une capacité thermique totale. C'est pas une capacité thermique massique ni molaire, c'est vraiment la capacité thermique complète de cette histoire. Deuxième système, je vais le mettre en rouge par exemple, voilà, mon deuxième système, c'est la masse M1 d'eau. Et cette masse M1 d'eau, petit m, pardon, voilà, ça s'appelle M, et elle est également AT1. Autrement dit, initialement, ma masse d'eau et le calorimètre sont en équilibre thermique, c'est terminé, il ne se passe strictement rien. Mon troisième système est de l'eau à T2. Voilà, vous pouvez imaginer que c'est plus froid ou que c'est plus chaud. Là, j'ai fait du bleu, donc vous pouvez imaginer que c'est plus froid, par exemple. Voilà, mais c'est pas très important. Et donc, celle T2. T2 étant a priori différent de T1. On va tout mélanger, c'est-à-dire qu'on va rajouter la masse T2 là-dedans et laisser l'équilibre se faire. Et donc, ces trois systèmes, par définition de la température, qui est la grandeur qui s'équilibre lorsque les systèmes peuvent échanger de l'énergie, ces trois systèmes vont tous finir à TF. Donc je vais dessiner mes trois systèmes, tranquillement mais sûrement. Voilà, ici comme ça. Et c'est bleu, voilà, quick. Et mes trois systèmes vont donc tous finir à TF. Donc là je vais les écrire, ça c'est TF. Celui-là, ce sera TF. Et celui-là, ce sera TF. Et bien entendu, il va falloir évaluer les trois transformations. La transformation du calorimètre, c'est pas dans le bon sens la flèche. La transformation du calorimètre, comme ça. La transformation de mon eau numéro 1 et la transformation de mon eau numéro 2, comme ça. Alors, c'est relativement simple, on n'a pas grand chose de compliqué. Alors, déjà, on va écrire la chose suivante. On sait qu'on a affaire à des phases condensées incompressibles, que ce soit pour les systèmes 1 et 2 qui sont de l'eau liquide, et ou le calorimètre qui est un solide. Résultat des courses, on va pouvoir écrire que pour n'importe lequel de ces systèmes, le transfert thermique est égal tout simplement à l'énergie reçue sous forme thermique. Le transfert thermique est égal à la variation d'enthalpie. J'ai juste pas dit dans le bon sens.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que comme h est une grandeur additive et que mes trois systèmes sont essentiellement disjoints, ça veut dire en fait que on a delta h qui vaut tout simplement delta h1 plus delta h2 plus delta h3. Alors, donc on est obligé de passer par H, hein, je redis un peu les arguments, hein, on ne peut pas utiliser l'additivité de Q en particulier. Q n'est pas une grandeur additive, ça ne veut pas dire grand chose en tout cas, puisque Q n'appartient pas en propre à un système, ça c'est strictement, ça n'a aucun sens. Et donc on est vraiment toujours obligé de repasser par les fonctions d'état pour pouvoir faire ce raisonnement. Dernière chose, l'ensemble est adiabatique avec l'extérieur, donc ce truc-là vaut 0. Autrement dit, la somme des variations des trois enthalpies vaut 0. Ce que ça raconte, c'est que toute énergie dégagée sous forme thermique par l'un des trois systèmes va être récupérée par les deux autres. Ici, on a quelque chose de très très simple. Le système 1 ne subit qu'une variation de température. Le système, ça c'est le calorimètre, pardon. Le système l'O1 également et l'O2 également. Donc là, c'est pas très dur. En fait, on va l'écrire ici. Delta H1, on va dire que c'est ce truc-là. Donc c'est la capacité thermique du système considéré, à savoir mu, multiplié par delta T. Et delta T, c'est tout simplement TF moins T1. Delta H2, c'est exactement la même chose, sauf que là, on connaît la masse, donc c'est la masse multipliée par la capacité thermique massique de l'eau, et multipliée également par TF moins T1. Et le troisième, c'est M fois CE, c'est le même masse, hein, c'est écrit dans l'énoncé, on a la même masse d'eau. Le même système, c'est bien CE, par contre ici, ce sera TF moins T2 qui va intervenir dans cette histoire. Et à partir de ce moment-là, d'un point de vue strictement équation, c'est terminé. Alors les transferts thermiques reçus par chacun des trois systèmes, si on veut répondre proprement à l'équation, bah, c'est pas extrêmement compliqué, je vais les entourer. Ça, c'est le transfert thermique reçu par le calorimètre. Ça, c'est le transfert thermique reçu par la masse d'eau numéro 1. Et ça, c'est le transfert thermique reçu par la masse d'eau numéro 2. Si on imagine par exemple que T2 est plus petit que T1, et bien en fait, TF-T1 est négatif, a priori, le calorimètre va émettre de l'énergie sous forme thermique pour se refroidir. Pareil pour le système 2, et tout ceci va être récupéré par le système 3. Une fois qu'on a raconté ça, en fait, bah, c'est pas très compliqué. Ici, on ne demande pas la valeur de TF, mais on demande la valeur de mu sur CE. D'accord. Donc là, c'est pas très compliqué. En fait, on va avoir un truc assez simple. Vous voyez que mu va être facteur de TF moins T1 avec un signe moins, ce qui va venir ici, hein, donc grosso modo je veux bien l'écrire et le détailler, mais c'est quasiment évident. Mu facteur de TF moins T1 avec un moins devant, c'est égal tout simplement à MCE, et vous voyez que je peux factoriser ça en fait en disant que c'est tout simplement 2TF moins T1 moins T2 tranquillement, et donc ça me permet d'écrire bien que mu sur CE en multipliant tout par 1 sur moins TF moins T1. Je vais avoir moins ici, un M là, 2TF moins T1 moins T2, j'ai aussi divisé par CE au passage, divisé par TF moins T1. Alors ça c'est extrêmement intéressant parce qu'on se rend compte par exemple que si on voit que TF c'est exactement la moyenne de T1 et de T2, et bien en fait ça signifie que mu est nul, puisque grosso modo il n'aura rien pris. Par contre en fait plus mu va être grand et plus on va avoir une différence entre le fait que TF soit égal à T1 plus T2 sur 2 et le reste. Petite remarque, si mu est infini, d'accord, si le calorimètre consomme une quantité énergétique considérable, et bien TF en fait va être égal à T1, c'est-à-dire que grosso modo vous n'arrivez pas à faire baisser la température. Donc ce truc-là, en mu moins T, il est intéressant aussi par ailleurs de se poser la question de l'unité de ce truc-là. Mu sur CE en fait, c'est une masse, c'est en grammes globalement. Tout simplement parce que mu c'est des calories par Kelvin ou des joules par Kelvin, et CE c'est des joules par Kelvin par gramme. Donc ça c'est grammes, et en fait en général ce mu sur CE, on l'exprime en grammes d'eau. C'est-à-dire qu'on considère en fait que c'est comme si on avait une masse d'eau à réchauffer ou à refroidir qui vient parasiter les mesures dans cette histoire. Voilà, et qui est en fait tout simplement l'équivalent en eau des parois du calorimètre. Voilà, ceci termine cet exercice et on se retrouve donc dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.